Suite de cette petite série de vidéos consacrée à la régulation de process. Aujourd'hui, le bloc fonction PID compact de TEIA Portal. Au menu, comment paramétrer l'objet technologique PID, des essais et tests de la fonction d'optimisation automatique. Je reprends l'application de régulation de vitesse vue dans les deux premières vidéos. À droite, le système, simulé simplement par une équation dans le programme, et une IHM pour un visuel plus sympa. À gauche, le régulateur dans la CPU qui envoie la commande adaptée pour respecter la consigne utilisateur. Pour réaliser cette commande en boucle fermée, je vous ai montré dans la vidéo précédente comment traduire les équations de fonctionnement en programme. Aujourd'hui, autre technique, on va utiliser un bloc tout près de Siemens qui implémente un algorithme PID. Une entrée setPoint pour la consigne, une entrée input pour la grandeur de retour et output qui délivre la commande. Alors, dans le détail, on voit l'entrée qui correspond à ce qui revient de la grandeur mesurée. On peut l'appliquer de deux façons différentes, soit directement sur une entrée analogique, donc pair pour périphérique, avec ensuite des blocs pour mettre à l'échelle suivant la plage du capteur, ou sinon on peut récupérer directement une variable, c'est ce que je vais faire moi, et l'envoyer. Donc je vais commuter ici. Ensuite, on peut signaler un état haut ou bas suivant différentes limites programmables. Le PID qui est là, qui va prendre la consigne, là aussi sous forme de variable, que l'on va pouvoir limiter ou pas. Ensuite, on fait la différence des deux, plus, moins, le correcteur, et ça ressort. On peut éventuellement inverser ou pas, moi je ne vais pas le faire. On peut rajouter mes perturbations, offset, ou sinon pour faire une commande anticipatrice. J'en avais parlé dans une vidéo précédente. Donc moi je ne vais pas faire. On arrive donc au niveau de l'état. État, donc différents modes de fonctionnement. Le 4 correspond au mode manuel, c'est-à-dire une commande en boucle ouverte, c'est-à-dire sans le reste. Et si on fait une commande en boucle fermée, ça veut dire qu'on arrive ici, on peut borner en haut, en bas, différentes valeurs, et ensuite ça ressort. Ça peut ressortir sur une variable, c'est ce que je vais faire moi. Alors c'est un réel, on va le voir aussi, et les valeurs max c'est plus 100 à moins 100, en fait ça correspond à un pourcentage. Voilà, c'est ce que je vais utiliser. On aurait pu faire sur directement une sortie ANA avec une mise à l'échelle ou un PWM. C'est pas ce que je vais faire non plus. Donc, voilà ce que je vais faire. Alors, regardons en détail le PID. La formule globale est donnée au-dessous. On voit un coefficient K en facteur qui regroupe les trois actions. Donc, on a affaire à un PID mixte. J'en avais déjà parlé. Ensuite, au niveau de l'action proportionnelle à l'erreur, on voit ce terme ici. On voit que ce n'est pas directement l'erreur, parce que l'erreur, c'est epsilon, et normalement, quand on a une action proportionnelle à l'erreur, il n'y a pas le B. Alors, bien sûr, si le B égale à 1, on retrouve la formule classique, mais cette action B là permet de pondérer l'action P indépendamment des autres, vu que le K est en facteur et que c'est un problème du PID mix puisqu'il agit sur les trois. Et donc là, ça va pouvoir nous permettre de pondérer, sauf si on met égal à 1, on retrouve l'action traditionnelle. Au niveau de cette relation, ça c'est classique, c'est intégrale donc qui se trouve à ce niveau-là, avec une action qui augmente au cours du temps, qui ne peut pas augmenter jusqu'à l'infini, et donc on a un phénomène d'anti-saturation, l'anti-wind-up, j'en avais parlé dans la vidéo précédente. On retrouve donc le I, c'est bien ça sur le petit dessin.
Ensuite, on va retrouver l'action D, dérivée, avec le fameux effet coup de pied, hein, le D, j'en avais parlé aussi, effet coup de pied, qui s'applique sur l'erreur, mais erreur avec un coefficient C, qui permet là aussi de pondérer cette action indépendamment des autres. Et enfin, le dernier terme, là, bien, il est directement lié au problème du filtrage en haute, enfin plutôt de l'amplification du bruit, c'est-à-dire des hautes fréquences, quand on a une correction D. Donc, généralement, on rajoute ce filtre pour bien, réduire les hautes fréquences. C'est un filtre passe-bas, on le voit. Et grâce à ce coefficient A, on va pouvoir l'ajuster et réduire les perturbations haute fréquence. Alors, avant d'utiliser le bloc, petite remarque sur sa plage de fonctionnement. Premier point déterminant, c'est que la sortie du bloc PID varie entre plus ou moins 100, ce qui correspond en fait à un pourcentage. Mais cette sortie ne peut pas commander directement le système, car dans notre cas, et comme quasiment tout le temps dans la vraie vie, la plage n'est pas la même, en l'occurrence 1500 pour nous. Rien de grave cependant, il suffit juste de programmer une mise à l'échelle, donc ici un coefficient de 15. De la même façon au niveau des entrées, quelle plage choisir? Au niveau du bloc, tout est possible, mais si on veut rester cohérent, on voit qu'il faut aussi adapter les échelles. C'est tout simple, opération inverse de la sortie, rapport 1/15 sur les entrées dans notre cas. On remarquera que les mises à l'échelle ne changent pas le gain global du système. En effet, les coefficients sont appliqués de part et d'autre du régulateur. Dans le premier cas, la commande, c'est la consigne moins le retour. Dans l'autre cas, la commande, c'est égal à la consigne divisée par 15, ça c'est sur 15, ça c'est retour divisé par 15. L'erreur epsilon, je l'appelais prime pour pas la confondre avec epsilon qui est là. C'est la différence des deux, et ensuite je multiplie par 15. Donc ça nous fait une commande qui est égale à 15 fois C sur 15 moins R sur 15. 15, 15, 15. On retrouve bien C moins R. La différence, c'est que cette erreur est exprimée en pourcentage, alors qu'ici, elle était exprimée en tours par minute. Mais au final, cet ensemble-là, c'est la même chose que ça. Allez, regardons maintenant dans Teia Portal. Alors, mon projet, il y a deux choses. Il y a une CPU 1212 classique, un IHM, c'est juste pour avoir la supervision et le design un peu sympa. Au niveau des fonctions, le main, il fait quoi? Il appelle simplement l'équation qui simule la partie opérative, voire vidéo précédente. Le régulateur, c'est ce qui nous intéresse. Le régulateur, on a un OB cyclique qui appelle la fonction de régulation. C'est une obligation. Le PID compact doit être appelé à intervalles réguliers, et pour ça, on fait appel à l'alarme cyclique que j'ai calée à 10 millisecondes. OK. Donc, appel de la fonction de régulation. Première étape, la mise à l'échelle des entrées. Donc, ma consigne de vitesse est divisée par une vitesse de référence. J'ai défini une constante au lieu du 15 de tout à l'heure. Ça me permet d'avoir un programme plus générique. Donc, mise à l'échelle avec cette constante-là. Consignes et mesures sont donc des grandeurs exprimées en pourcentage. Ensuite, on appelle le bloc PID qui se trouve dans les options technologiques, dans les instructions technologiques. C'est le PID compact que j'ai là, version, je ne sais plus lequel, 2.3 en l'occurrence. Pour moi, c'est important parce que dans la doc, ce n'est pas les mêmes comportements suivant les versions, et notamment en termes de simulation. Si vous utilisez une CPU 1212, vous ne pourrez pas simuler la version 2.
La version 1, je crois qu'on peut la simuler. Bon, bref, il faut faire attention à la version parce que si on veut faire de la simulation, ça ne marche pas à tous les coups. Moi, comme j'ai un automate réel, pas de souci. Voilà, donc mon bloc compacté, il est appelé, bien si on est en boucle fermée, enable, voilà, tout simplement. Je referme là-haut, je referme ici, et donc, bien consigne, mesure, et sortie du correcteur qui va, eh bien, via une mise à l'échelle là aussi. Si on est en boucle fermée, eh bien ma sortie correcteur avec la mise à l'échelle vitesse de référence, être la commande du moteur directement en tours par minute. Alors, une fois qu'on a implanté ce PID compact là, eh bien, on voit apparaître dans les blocs système, eh bien, ce PID compact et on a accès juste aux informations d'entrée, sortie, les in-out, les grandeurs internes. Je dis juste parce qu'en fait, on n'a pas accès au code, il est protégé. Mais on voit eh bien, toutes les données importantes et notamment le gain, tout ce qui va nous être utile, apparaître à ce niveau-là. Alors vous allez me dire, c'est pas facile à manipuler et c'est pour ça que par magie, quand on utilise le PID compact, il y a automatiquement création d'un objet technologique de type PID compact. Et du coup, on a accès à deux possibilités, configuration ou mise en service, comme on avait accès d'ailleurs à ces choses à partir de là. Si j'appuie, on va retrouver eh bien, le paramétrage de mon PID. Alors, je commence par le type de régulation. Type de régulation, on peut choisir en fonction des grandeurs que l'on a, mais j'en ai parlé tout à l'heure, vaut mieux rester général et tout exprimer en pourcentage avec les mises à l'échelle qui vont bien, j'en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, quel mode de fonctionnement on va utiliser? Le mode automatique, c'est le mode en régulation. On aurait pu faire inactif, il ne fonctionne pas. Deux possibilités d'optimisation, c'est-à-dire le réglage automatique des paramètres PID, je le montrerai tout à l'heure. Et mode manuel, c'est juste un fonctionnement en boucle ouverte. OK. Ensuite, paramètres d'entrée-sortie. On avait possibilité d'utiliser une variable ou une entrée analogique. Moi, c'est bien sûr une variable. Pareil sur la sortie, je ressors sur une variable et non pas sur une sortie analogique ou PWM. Donc, c'est une variable en sortie. Au niveau de la mesure, c'est-à-dire du retour, je peux fixer des limites. Bon, moi, je reste maxi plus 100 moins 100. Je peux mettre à l'échelle, ça c'est dans le cas où on a une entrée analogique, donc moi c'est grisé, c'est pas utilisé. Surveillance de la mesure, on peut déclencher des alarmes sur certains seuils si on a envie. Le PWM, si on l'utilise, ce n'est pas mon cas. Et ensuite, des limites au niveau des grandeurs de réglage. Moi, j'utilise les valeurs maxi, puisque si vous regardez, c'est entre maximum plus 100 et moins 100. Donc là, j'utilise toute la plage. Et très important, bien sûr, le paramétrage du PID. Je vais le faire manuellement pour pouvoir le modifier en cours de fonctionnement. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, je mets un gain de 1, c'est classique. Intégration 0, ça veut dire qu'on n'utilise pas la fonction intégrale. 0 pour la dérivation, pareil, je ne vais pas l'utiliser. Je ne vais pas utiliser non plus le filtre haute fréquence. Au niveau des pondérations, je vais mettre 1 pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans le calcul de l'erreur. Et ensuite, au niveau de l'échantillonnage, je vais mettre une valeur très petite. Alors, si on la met plus petite que la période que j'ai montrée tout à l'heure d'appel de la fonction du OB, là, qui était à 10 millisecondes, en fait, il va se caler à la période de 10 millisecondes. Ça, c'est utile si on veut faire l'inverse, c'est-à-dire si on veut échantillonner plus lentement. Là, j'aurais pu mettre un temps de 10 secondes, par exemple. Ça veut dire que la sortie n'est calculée que toutes ces 10 secondes. Donc moi, je vais mettre en dessous, donc du coup, ça va se caler à la période de 10 millisecondes. Et c'est parti, allez, on fait un petit test.
Voilà, je suis en ligne, tout est vert, je mets ma supervision pour voir la partie opérative. Pour l'instant, je suis en commande directe, c'est-à-dire sans régulation. Donc, si je demande 200, il y a 200, 300, il y a 300, etc. Mais bien sûr, en boucle ouverte, il n'y a pas de rétroaction. Donc, du coup, pour améliorer les performances, on reboucle et on va utiliser les paramètres de régulation suivants. Je vais les modifier pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je commence par le proportionnel tout simple et je vais même bloquer le moteur avec là, voilà cette fonction. Donc, ça veut dire que je ne verrai que l'action de la commande sans le retour. Ce sera plus facile à interpréter. Si je mets, eh bien, 100 de consignes, j'ai un gain de 1, donc ça fait une commande, eh ben, 100 fois 100, 200, 200, mais vous remarquez qu'il y a deux coefficients proportionnels. Pourquoi? Eh bien, on l'avait vu dans la formule tout à l'heure, on peut pondérer l'action du P sur chacune des voies. Et ben, je vais vous montrer que si je pondère par exemple à 0,5, on a au niveau de la consigne un poids que de 0,5 et donc 200 ne donnera que 100, 300, 150, alors que sur le retour, on a un autre coefficient proportionnel. En l'occurrence 1, si je mets, alors je vais forcer un retour quelconque là pour vous montrer bien qu'il y a bien prise en compte de ce 100, mais que le 50 de commande ne correspond pas à une multiplication toute simple, comme un proportionnel classique, puisque ici on a fait quoi? On a fait 300 fois 0,5 moins 1 fois 100. Donc c'est un peu différent. Ok, alors je vais remettre normal, coefficient de 1 pour que ce soit identique sur les deux côtés. C'est plus facile à interpréter, notamment de comprendre la suite. La suite, je vais enlever ce forçage. Donc je suis revenu normal, 300, gain de 1, 300. Et je vais vous montrer, je rajoute une courbe. Je vais vous montrer, eh bien, l'intégration. L'intégration, je mets par exemple 100 et on voit une croissance de la commande, très lente puisque le temps d'intégration est lent, mais il y a intégration. Bien sûr, si je mets plus rapide, l'action va être plus importante et on voit cette intégration, l'erreur étant constante, c'est une droite. Et bien sûr, si je mets encore plus rapide, eh bien on va une croissance, alors qui ne va pas jusqu'à l'infini puisqu'on est borné, on a un anti-saturation au niveau de l'intégrale, et c'est pour ça que ça se passe comme ça. Je l'enlève, je remets 0, je vais remettre lent quand même pour vous montrer l'impact du calcul de la période d'échantillonnage. Donc là, c'était cadencé à, non pas une, parce que l'OB était à 10 millisecondes, mais si je crée des multiples de ce 10 millisecondes et que je mets par exemple un temps de allez, 2 secondes, 2 secondes, on voit eh bien qu'au lieu d'être une droite belle avec des points, ben là en fait, on a vraiment discrétisé et la sortie du correcteur n'est connue que à intervalle, ben là en l'occurrence de 2 secondes. Je vais conserver ça pour vous montrer l'action dérivée, sinon on la voit difficilement. Donc je remets 0 au niveau de l'intégrale, donc on est revenu normal, par exemple 300 de consignes, ça donne 300 de commandes. Je vais mettre les paramètres D et je vais mettre une action de, par exemple, 1 seconde. Alors, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais le i, il est commun à tout le monde, donc il n'y a pas de distinction des deux. Donc, le i qui est là, c'est le même que celui qui est là. Je vais le mettre à 0 d'ailleurs pour commencer.
Et je vais mettre une action dérivée. Je me suis trompé tout à l'heure, il faut la mettre ici, l'action dérivée. L'action dérivée, elle est là. Voilà, l'action dérivée. Et on a vu un petit phénomène étrange. On dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, quand il y a variation de l'erreur, que je peux aussi pondérer d'ailleurs différemment des deux côtés, retour et consigne. Alors, je ne vais pas le différencier, parce que sinon ça complique encore plus, mais c'est la même logique que tout à l'heure. Donc, pondération identique des deux côtés, et que je fais une variation de la consigne. Regardez, je fais une variation de plus 100. Eh bien, on voit qu'il y a eu changement. On a rajouté, lors du changement, on a rajouté l'action dérivée, qui est d'autant plus grande d'ailleurs que je mets une valeur importante ici. Je mets 5. Ça n'a rien changé en termes de comportement. C'est lorsqu'il va y avoir une variation, vous voyez, l'action dérivée qui apparaît. Et elle apparaît, alors comme j'ai choisi 2 secondes d'échantillonnage, on la voit pendant 2 secondes, mais si je réduis l'échantillonnage, on verra cette action. Je vais le faire dans dans le même sens, que pendant 1 seconde. Et bien sûr, si je mets comme tout à l'heure 0, 0, c'était 1 milliseconde. Là, on voit plus rien. Le pic, le fameux coup de pied là, il intervient là, mais il n'est pas visible vu l'échantillonnage que j'ai au niveau de l'afficheur. Il s'est produit, mais on ne le voit pas. Il aurait été très important et très court. Voilà, alors ce que je vais vous montrer également, c'est, je vais revenir à 0, c'est l'action du coefficient de délai de dérivation, c'est-à-dire le filtre haute fréquence. Pour ça, je vais mettre du bruit. Je vais mettre du bruit. Je rajoute à ma mesure du bruit artificiellement là. Et on voit qu'au niveau de ma commande, l'action dérivée, qui est importante en plus ici, réagit aux variations et de très très fortes variations là. C'est un phénomène bien connu, hein. Et c'est pour ça que l'on rajoute souvent un filtre passe-bas pour éliminer ces fluctuations. Ce filtre passe-bas, il est calé sur l'action du dérivé avec un coefficient. Je vous montre, je mets 1 pour commencer. Et vous voyez que l'on a une fréquence de coupure du filtre passe-bas, alors c'est en Hertz ici, qui me permet d'éliminer le bruit, l'amplification du bruit dans la chaîne. Donc voilà, intérêt, on peut choisir d'autres valeurs, mais là, vous voyez que c'était relativement efficace. Peut-être trop efficace d'ailleurs, parce que ça rajoute du retard, ça rajoute un retard, mais bon, on peut jongler sur les valeurs pour trouver mieux éventuellement. Et bien sûr, si je change, vous voyez que ça augmente un peu, 0. Donc là, le filtre, il est calé à cette fréquence-là, et du coup, il ne filtre pas. Mais il n'introduit pas de retard. Ok, alors vous voyez, il y a plein de paramètres là, et avec de l'expérience, on y arrive, hein, c'est ce que je vous ai montré jusqu'à présent, mais si on n'est pas à l'aise avec ça, il existe une fonctionnalité de réglage automatique des paramètres. Ça va se faire presque tout seul, je vous montre. Alors, pour la démo, j'ai remis les paramètres de base du régulateur et je vais prendre un système complexe, là, ordre 3, le même que j'avais étudié dans la première vidéo, parce qu'il n'est pas facile à optimiser. Au niveau de sa réponse, il est peu précis, puisqu'en fait, quand on demandait 1000, il n'atteignait que 500. Et si on veut compenser en mettant du gain, on va le rendre oscillant. Donc, si je vous montre, si je mets 5 de gain, par exemple, vous voyez que sa réponse là devient vite oscillante. Donc, du coup, il faut chercher un petit peu mieux. Je réduis. Bon, bref.
Moi, je vais vous montrer comment l'optimiser automatiquement en utilisant bien directement le menu de mise en service. Hop, ça ouvre une fenêtre séparée. On retrouve dans cette fenêtre, alors, un oscilloscope, mais il a une base de temps qui n'est pas adaptée à notre cas, puisqu'elle est très lente, et du coup, ça nous... Ouais, c'est pas terrible. Sur des systèmes lents, il va bien, mais là, pour nous, pas vraiment utilisable, je l'arrête. On retrouve les différents modes d'optimisation. Alors pour ça, il faut que la consigne soit fixe. Je vais l'arrêter là, voilà. Et j'ai le choix entre optimisation préalable et il me dit que erreur parce que là on est déjà plutôt pas mal, donc vaut mieux faire l'optimisation fine. OK, bah, c'est parti, optimisation fine, start. Voilà. Donc l'optimisation est en cours, donc il va solliciter le système. On le voit, il est activé. On voit bien qu'il sollicite le système, il envoie des oscillations. On voit au niveau du régulateur les entrées et sorties exprimées en pourcentage. Je rappelle qu'on a fait ça exprès. C'est pour ça qu'on a des valeurs différentes entre là et là. Donc là, il me dit système optimisé. Les paramètres ont changé. Normal, on va aller voir donc ce qu'il a trouvé. Je l'enlève. Et ben, il me propose ce réglage-là. Alors regardons. Gain de 3 avec ces paramètres-là. On se dit c'est bien, c'est pas bien. Regardons, alors tiens, oui, au niveau de l'échantillonnage, vous remarquerez qu'il a calé automatiquement à la période de l'OB, c'est-à-dire à 10 millisecondes. Logique, hein, c'est la valeur minimale possible. Alors on se dit, comment ça va répondre ce système? Allez, on le sollicite donc. Eh bien regardez, c'est plutôt pas mal, hein, l'optimisation a bien fonctionné. On a un début d'oscillation, mais l'erreur a été annulée. Normal, il a mis de l'intégrale. Il a différencié les gains de retour et de consigne. Il faudrait qu'on compare par rapport à ce qu'on avait déjà, nous, trouvé. Je le remets, le résultat, notamment avec la méthode de Ziegler-Nichols. Ça, c'est ce que l'on avait fait dans la première vidéo. Et on trouvait que le PID, pour qu'il soit pas trop mal, le gain devait être de 1 pour un système pas trop nerveux, 2,4 pour un système plutôt nerveux, un intégral de 0,45, donc lui il a trouvé 0,39, un gain d'un côté de 0,9, de l'autre de 3, donc vous voyez que c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau du dérivé, qu'est-ce qu'il propose? Une action dérivée de 10-2, là, c'est-à-dire de 0,1. 0,1, c'est ce que l'on a aussi, et rien au niveau de la consigne. Donc, vous voyez, hein, c'est plutôt pas mal, pas mal. Mais on pourrait même encore améliorer parce qu'on voit qu'il y a un petit régime oscillant là qui montre que le dérivé il est peut-être un peu juste. Il est à 0, donc on peut le mettre à 0,15. Voilà. Donc c'est censé atténuer un peu ce régime oscillant. On va le voir, voilà, au prix d'un petit, très léger dépassement. Donc voilà. Au niveau du bruit, alors qu'est-ce qui se passe si je rajoute du bruit? Eh bien, on voit qu'il est bien amplifié, normal, hein, parce qu'il y a du D. Et en fait, l'optimisation a été faite sans le bruit. Donc, il a calé une fréquence qui est haute, là, qui laisse passer le bruit. Donc, si on avait voulu faire l'optimisation, il aurait fallu le mettre avec le bruit. Ou sinon, on peut ajuster, puisque là, on voit que c'est cette fréquence qu'il faut changer. Donc là, je vais mettre par exemple 0,5. Et là, pour le coup, on voit une atténuation. Alors, c'est pas parfait, parfait, mais bon, la réponse est quand même plutôt pas mal. La commande, il reste du bruit, mais ça va être difficile de faire mieux.
Donc voilà, optimisation automatique, bah, c'est plutôt bien et puis l'expérience humaine, ça va bien aussi, ça se complète bien. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être avec une régulation de niveau.